Joint en direct pour la suite de la belle équipe, en compagnie cet après-midi de Christian Proutot qui est toujours à mes côtés, fondateur du GIGN. J'accueille également William T, président du centre de réflexion Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Bienvenue, ça va ? Vous allez bien ? Écoutez, très bien. Jérôme Moisan également, secrétaire général adjoint unité SGP Police. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue. On va revenir dans un instant sur cette fillette de 10 ans qui est toujours entre la vie et la mort après avoir été percutée par un motard vendredi soir à Pontoise. On va en parler, ce sera au menu de nos discussions juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 15h30, il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot. Incendie en Isère, 80 hectares ont été ravagés depuis vendredi. Le feu provoqué par la foudre est toujours en cours dans le massif de la Chartreuse. 270 pompiers sont mobilisés. Par mesure de précaution, 140 personnes ont été évacuées des communes de la Buisse, de Vorep et de la Sûre en Chartreuse. Le préfet de l'Isère appelle à la plus grande vigilance du fait du vent et des températures élevées. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en déplacement à Marseille, Gérald Darmanin a accueilli 65 nouveaux policiers dans la ville. L'occasion de réaffirmer un engagement du président de la République. 300 fonctionnaires de police supplémentaires en 2 ans. Cette promesse sera tenue, a-t-il assuré, alors que Marseille est en proie à des violences qui gangrènent certains quartiers. La centrale électrique de Gaza redémarre après une trêve fragile entre Israël et le djihad islamique. Elle avait cessé son activité samedi, faute de diesel livré par Israël, qui avait fermé les points de passage avec l'enclave palestinienne mardi. Ils ont finalement rouvert ce matin après un week-end sanglant. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 44 Palestiniens ont été tués et 360 blessés. Merci Isabelle et à tout à l'heure. Une fillette de 10 ans se trouve toujours entre la vie et la mort, hospitalisée actuellement à l'hôpital Necker à Paris après avoir été percutée par un motard vendredi soir à Pontoise lors d'un rodéo urbain. Un garçon de 11 ans a également été grièvement blessé. Les faits se sont déroulés vendredi alors que les 2 enfants jouaient sur une esplanade. Alors, au-delà de la colère et de l'émotion des habitants de ce quartier, il y a, et c'est terrible, la douleur d'une mère, la maman de la fillette qui s'est confiée à nos confrères d'RTL. Je vous propose de l'écouter. J'étais à côté, on est en train de marcher, et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum! Et j'ai mis ma tête comme ça, oui, mon Dieu, ma fille, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée, elle bouge pas, j'ai pensé qu'elle était morte. On m'a dit que son cerveau était vraiment touché, il y a les os qui sont entrés tout au fond, et c'est fait l'opération, on l'a mis dans coma artificiel. Souvent, le gène, ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour que tous les enfants jouent. C'est pas les liens pour courir la moto. C'est pas. J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille. Voilà le témoignage bouleversant de cette mère, la maman de cette fillette qui est toujours hospitalisée. Pour en parler avec nous, le général François Daoust, adjoint au maire de Pontoise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Première question, est-ce que vous avez des nouvelles de cette fillette ? Non, nous avons les mêmes nouvelles en temps réel que vous pouvez avoir aussi par vos canaux. La fillette est plongée dans le coma artificiel. Les médecins sont très réservés quant à son pronostic vital. Et si jamais elle avait la chance de survivre, on sait très bien que les séquelles seront très lourdes. Ouais. Donc là, pour nous, c'est en tant que papa aussi et comme citoyen, c'est un choc de voir nos enfants et le mépris que peuvent avoir de jeunes délinquants, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, pour faire les beaux, pour faire de la provocation, pour faire tout ce que vous voulez, et bien ne pas respecter des zones qui sont des zones piétonnières, qui sont des zones de jeux d'enfants, uniquement pour jouer les m'as-tu vu. Donc là-dessus, 2 destins brisés, 2 familles brisées, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. On imagine que la colère et l'émotion ne retombent pas dans votre ville ? Oui, elle est là, et les citoyens avec lesquels nous échangeons, c'est, s'il vous plaît, de la sécurité, de la tranquillité, et plus encore,
Est-ce qu'on pourrait avoir la fin d'une impunité? Ils n'arrivent pas à comprendre toutes les peines qui sont des peines alternatives à l'emprisonnement, etc., à tout ce que l'on peut avoir. Et ils voient un jour, 2 jours après, les personnes qui ont commis des actes, eh bien finalement retourner chez eux et au plus près de ces familles. Donc c'est ce sentiment d'impunité qui va là, même au-delà du sentiment d'insécurité, qui est plus qu'un sentiment, qui est une réalité, hein. Il ne faut pas se leurrer. Eh bien là-dessus, il faut que nous travaillions et que la chaîne pénale, dans son ensemble, de l'interpellation jusqu'à la présentation du juge et à la condamnation, il y ait une réalité de terrain et une réalité de réponse. On évoquait des chiffres hier sur ce plateau général sur votre département, sur le Val d'Oise en 2020. Non, pardon, c'était depuis le mois d'avril. Seulement 37 interpellations sur plus de 530 interventions de police dans le cadre de ces rodéos urbains dans votre département. Oui, là, je renvoie aux services de police qui peuvent faire ce qu'ils peuvent faire en fonction de leurs moyens, en fonction de l'arsenal juridique. Certes, il existe. L'article L236-1 et suivant du Code de la route a bien renforcé les choses en matière, depuis 2018, en matière de rodéo urbain. Mais il n'y a pas que cette délinquance de rodéo. Nous avons aussi les luttes contre les points de deal. Nous avons la délinquance au quotidien, les agressions qui font le bruit de fond de 4 millions de faits à l'année sur le territoire national. Donc les services font ce qu'ils peuvent pour gérer les priorités en cours. Donc s'ils sont engagés sur une affaire judiciaire bien qui prime, eh bien, il y aura un certain nombre de rodéos qui passeront en l'as, tout simplement. Donc là-dessus, c'est une réalité qu'on vient d'observer. Et la complexité d'intervention que je comprends parfaitement et que je défends, d'intervention à froid, eh bien, fait que les éléments collectés qui vont devenir des éléments de preuve au fur et à mesure sont beaucoup plus compliqués qu'une interpellation immédiate. Mais on ne va pas mettre en difficulté les services de police lors de leur intervention. Les piétons qui pourraient être autour, qui seraient eux aussi mis en danger par une intervention à chaud. Donc l'intervention à froid est bien toujours beaucoup plus complexe. Alors pour en revenir à ce qui s'est passé à Pontoise vendredi soir, on sait que le motard de 18 ans avait d'abord fui, puis s'est ensuite rendu à la police. Il a été placé en garde à vue. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui ? Non, là-dessus, il a été présenté au juge et la présentation, on va voir ce qu'il y aura derrière. Bon, la pression médiatique va peut-être conduire le juge à une réponse un peu plus ferme dans un premier temps, de placement peut-être en détention provisoire, à voir, ou en tout cas, en attendant le procès, quelque chose de beaucoup plus contrôlé et suivi. Mais derrière, on peut avoir aussi élargir l'arsenal. Est-ce qu'on a un contrôle des ventes de ce type de véhicules? Est-ce qu'on a un suivi? On ne peut pas vendre une voiture sans que ça soit suivi au quotidien, en gros. Est-ce que la vente de ce genre de véhicule fait l'objet de même contrôle, de même suivi, etc. On sait que le véhicule a disparu, il n'était certainement pas homologué, il n'était pas assuré. Donc derrière, on voit bien en cascade un ensemble d'infractions et de délits qui vont être plus ou moins échappés à la loi. Vous nous dites que le véhicule a disparu, c'est-à-dire que le motard s'est rendu à la police, mais le véhicule n'a pas pu être saisi. Tout à fait, avec la complicité d'un ou deux camarades, d'après les témoignages qu'il y a eu, qui vite, ils ont extrait le véhicule, ils l'ont planqué dans un coin, et après, ce n'est que le lendemain que, face à la pression de la cité, qu'il est allé se rendre à la police nationale. Il est allé se rendre, mais effectivement, on ne sait pas ce qui est devenu ce véhicule. Merci, Général François Daoust, adjoint au maire de Pontoise, d'avoir été avec nous cet après-midi. Je vous en prie. Alors, des motards qui mettent en danger la population, qui se mettent en danger eux-mêmes, et qui mettent en danger leurs proches. La petite fille qui est entre la vie et la mort aurait pu être la petite sœur, finalement, de ce garçon. Jérôme Moisan, votre réaction ? Eh ben c'est un vrai fléau et
pour le moment, on dénombre les victimes les unes après les autres. Les moyens des services, ça a été dit par le général, sont assez limités, les moyens techniques en tout cas, et puis les moyens juridiques, parce que nos collègues auraient évidemment la capacité d'interpeller un peu plus d'individus, mais avec un risque juridique. Parce qu'il faudrait tamponner le motard et avec les conséquences qui peuvent s'en suivre. Et puis avant de le tamponner, il faudrait aussi se risquer à une poursuite avec engendrant les mêmes risques que ne peuvent engendrer les motards eux-mêmes vis-à-vis de la population de ces quartiers. Donc techniquement, c'est très, très difficile. On s'affaire surtout à identifier les conducteurs de ces engins et pour procéder à des interpellations et quand on peut, la confiscation des engins. Quand vous parlez de poursuite, quand vous parlez de tamponner, on l'a évoqué sur ce plateau, c'est notamment ce qui se fait en Angleterre, c'est quelque chose qui se fait là-bas. Ça veut dire qu'ici, il y a un manque de soutien des forces de l'ordre dans ce genre de situation ? De la part de la hiérarchie, je parle. Mais quand bien même il y aura un soutien de la hiérarchie, quelle serait la protection juridique de l'agent qui, au volant de son véhicule administratif, irait tamponner un motard et lequel motard aurait son crâne qui irait heurter la bordure de trottoir et décéderait sur le champ. Le collègue serait poursuivi par la justice parce qu'aucun texte ne le protège de ce point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être revu, selon vous ? Il est complètement bloquant. Je ne dis pas que ça doit être revu, ça c'est à la société d'en décider, c'est aux politiques. Mais c'est complètement bloquant pour les collègues qui sont intervenants sur ces faits. Alors le phénomène ne cesse de croître, je parlais des chiffres du Val d'Oise tout à l'heure. En 2021, là j'ai parlé au niveau de national, près de 27 000 interventions de police liées à des rodéos urbains. Pourquoi ce phénomène prend-il autant d'ampleur, William T ? Il y a un phénomène qui est culturel, c'est-à-dire que des jeunes ont besoin d'exister, ont besoin de reconnaissance et de s'intégrer dans un milieu. Et donc, du coup, pour plaire au milieu social, ils suivent la tendance qu'ont inspiré leurs aînés. Et donc, du coup, il y a des tendances de mode. Aujourd'hui, c'est le rodéo. Ça peut être quelque chose l'année prochaine ou dans quelques années. C'était quelque chose de différent il y a quelques années aussi. Et donc, comment on fait pour endiguer ce fléau ? Il y a un combat culturel à mener. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à ces personnes-là que continuer à faire du rodéo leur coûtera plus cher que ce que ça pourrait éventuellement leur rapporter dans ce milieu. Moi, je pense, et je prône à plusieurs reprises, qu'il faut faire en sorte d'intervenir à 3 niveaux. Au préalable, c'est-à-dire sur le moment de l'intervention, a posteriori sur la question des sanctions, et même de façon culturelle et sur le plan juridique pour soutenir les policiers. C'est-à-dire que de façon préalable, moi je pense qu'il faut s'inspirer de la doctrine des Britanniques. Ça suppose plusieurs éléments. C'est la doctrine des Britanniques, pour rappel, c'est le fait de permettre aux policiers, d'encourager les policiers à aller cogner les véhicules et les motos pour les interpeller sur le moment, ce qui augmentera le nombre d'interpellations. Évidemment, comme l'a rappelé monsieur, il y aura des risques juridiques, il y aura des risques de blessures, mais je pense qu'au moment où vous faites ça, il y aura un message qui circulera auprès de ces populations. Ça veut dire que les gens vont dire entre eux, attention, mais je ne veux pas faire du rodéo ce coup-ci parce que je peux risquer de me faire attaquer par un policier, donc du coup bouleversé et risquer d'être blessé. Et est-ce que là, ça devient beaucoup plus intéressant pour eux ? Je ne suis pas sûr. Le deuxième élément, c'est qu'il faut assurer l'effectivité de la peine. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des interpellations, mais assurer l'effectivité de la peine à 2 niveaux. Pour l'auteur du rodéo, et donc du coup assurer la condamnation, parce que comme ça a été rappelé à plusieurs reprises, c'est-à-dire que quand vous assurez 1 an d'emprisonnement, est-ce que les 1 an seront une peine prononcée ? Est-ce que les 1 an seront une peine effectuée ? Et même sur la question du taux de recouvrement des amendes. Ensuite, il y a un deuxième point sur la question de l'effectivité de la peine, c'est est-ce qu'on arrivera à les interpeller et à tous les attraper ? Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que les 2 actions doivent être liées. L'interpellation et assurer l'effectivité de la peine. Après, il y a un 3e point, comme l'a rappelé monsieur, c'est la question de la protection de la police. Je pense qu'il faut agir sur 2 niveaux. Nous, on réfléchit à un modèle qui est assurer une immunité pour les policiers sur le modèle de ce que possède le gouvernement et le président de la République. Actuellement, quand le président de la République mène une action, il a une immunité pénale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre le président de la République à moins de lever son immunité. Peut-être qu'on doit penser quelque chose pour les policiers, c'est-à-dire que dans l'assurance de leurs fonctions et dans l'exercice de leurs fonctions, toutes les actions qu'ils commettront auront une protection et une immunité juridique, sauf si par cas on arrive à la lever. Et dans ce cas-là, ça serait une procédure similaire à ce qui se passe devant la Cour de justice de la République au sein de l'IGPDN. Deuxième levier, c'est de protéger les policiers avec un statut juridique qui soit clair, un soutien de la hiérarchie et une révision du code en fait, pour leur permettre une protection juridique. Alors, le ministre de l'Intérieur était à Marseille ce matin. Il s'est exprimé sur ce sujet depuis la cité phocéenne. Il a annoncé une intensification des contrôles dans le pays. On l'écoute. Il y a eu depuis 2 mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 700 saisies. Les Français doivent savoir que nous saisissons évidemment ces motos, ces quads, ces voitures, et 20 000 contraventions.
J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale pour ce mois d'août, l'intensification encore de ces contrôles et je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je l'ai entendu par la voix des parlementaires, notamment de la majorité, souhaite renforcer l'arsenal législatif et pouvoir mieux condamner ces personnes qui se comportent une fois encore comme des criminels. Je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables. Des mots, Christian Proutot, on attend maintenant des actes ? Oui, mais les actes, on les demande à qui ? On les demande aux policiers sur le terrain qui se démènent déjà comme des beaux diables, avec les moyens qu'ils ont, avec le personnel qu'ils ont, dans les conditions que l'on connaît sur leur implantation. Et chaque fois qu'ils entendent parler d'un rodéo, ils y vont. Sinon, on n'aurait pas les chiffres que l'on a. Alors tout d'un coup, jeter comme ça à la presse un nombre 10 000, pourquoi 10 000, pourquoi pas 20 000, me paraît pas... Parce que dans quelques temps, il va falloir lui demander des comptes. On va lui dire, ils sont où vos chiffres là ? Qui on va dire, ah mais les policiers n'ont pas fait leur travail. Mais non, on contrôle des rodéos, on les contrôle pas, on les fait cesser. Les gens viennent sur le terrain, essayent de les attraper, mais c'est l'envolée de moineaux. Donc ça se passe pas comme ça. Tout le problème, il est différent. Il faut aborder, et personne n'a le courage de le faire, par rapport au renseignement. Et le renseignement, il se fait à travers les réseaux sociaux, parce que ce sont des bandes, ils se réunissent entre bandes, ils s'organisent leur machin entre bandes. Bien sûr, de temps en temps, vous avez un ou deux clowns qui font leur malin sur leur moto sur 200 mètres. Si par hasard, je dis bien par hasard, ou par chance, pour l'ordre public, il y a un fonctionnaire qui est dans le coin, c'est sûr qu'il va essayer de l'interpeller, ou au moins de relever une plaque s'il en a une, ce qui n'est pas souvent le cas, mais il fera quelque chose. Et il fera partie de la longue liste que l'on a annoncé sur les chiffres des contrôles qui ont été effectués déjà, avant ceux préannoncés par le ministre. Mais pour le reste, le plus important, c'est quand ils font leur concours. Ils se réunissent entre eux et ils font les ozos entre eux parce que c'est ce problème de compétition, de se faire remarquer, de se faire filmer, d'aller sur les réseaux sociaux. Si on ne veut pas mettre en place les drones pour pouvoir, à partir du moment où on a information qu'il y a quelque chose, déjà pouvoir fixer avec des images le lieu de ces rencontres, avoir à ce moment-là la ressource pour pouvoir faire des procédures, parce qu'il faut bien se dire que c'est pas que la faute des policiers ou même des juges. Une procédure, il faut que ça tienne debout, il faut avoir des éléments. Et pour avoir des éléments, il faut avoir la matérialité des faits. Eh bien, je peux dire que je souhaite bonne chance au ministre s'il est capable de nous annoncer, dans le délai qu'il a dit, le chiffre qu'il a annoncé là. Alors, que pensent les habitants de Pontoise de l'intervention du ministre de l'Intérieur ce matin ? Pierre-François Altermat est allé leur poser la question. Ces jeunes qui font du rodéo cross, là, on sait très bien que ce sont 99% de motos volées, et c'est sans casque, sans permis, sans licence, sans assurance, sans quoi que ce soit. Bon. Voilà, c'est eux à qui on doit faire la chasse. Il faudrait rentrer dans les quartiers, mais ils ne rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame, et puis après ça s'arrête là. Le dimanche, j'ai déjà vu qu'il y a des enfants qui courent avant les parents et des motos qui passent, donc je pense qu'il faut serrer un petit peu. Ouais. Jérôme Moisan, votre réaction à vous après les mots de Gérald Darmanin à Marseille ? Il annonce 10 000 contrôles, ils seront tenus, la machine est bien rodée, on va mettre en place l'outil statistique, les chefs de service vont décliner ça sur les territoires et on aura les 10 000 contrôles. Après, reste à savoir si à l'occasion de ces contrôles, on verra vraiment des individus effectuer des rodéos, parce que les collègues généralement tombent sur ces rodéos de manière intempestive ou alors sur réquisition à l'occasion de leur service et pas forcément à heure dite, comme l'entendraient ces contrôles annoncés par la ministre. Donc on est assez dubitatif sur le succès de ces nouveaux contrôles. On va en parler plus en détail de ce déplacement d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur dans la cité phocéenne ce matin. Restez avec nous, la suite de La Belle Équipe dans un instant, juste après la pub et en direct sur CNews avec nos invités. À tout de suite.
Bienvenue si vous venez nous rejoindre, nous sommes en direct sur CNews pour la belle équipe de l'été avec à mes côtés jusqu'à 17h Christian Proutot, fondateur du GIGN, Mathieu Langlois, c'était tout à l'heure, pardon, qu'est-ce que je raconte, William T, président du centre de réflexion Le Millénaire et Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint unité SGP Police. Vous voyez, quand on a des feuilles dans tous les sens, à un moment donné, on se trompe. Dans un instant, la suite de nos discussions et nous reviendrons sur la visite de Gérald Darmanin ce matin à Marseille. On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en déplacement à Marseille. Gérald Darmanin a accueilli 65 nouveaux policiers dans la ville. L'occasion de réaffirmer un engagement du président de la République. 300 fonctionnaires de police supplémentaires en 2 ans. Cette promesse sera tenue, a-t-il assuré, alors que Marseille est en proie à des violences qui gangrènent certains quartiers. À Lyon, un 3e homme écroué dans l'enquête concernant l'agression de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet dernier. L'individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier. 2 autres suspects âgés de 26 ans avaient déjà été mis en examen pour violences volontaires aggravées sur fonctionnaires de police. La France fait face à une sécheresse historique et la FNSEA alerte sur une possible pénurie de lait dans les mois à venir. Les animaux ne sont pas nourris dans les prés, mais grâce au fourrage prévu pour l'hiver. Conséquence, les agriculteurs s'inquiètent de ne pas avoir assez de provisions pour leurs bêtes, ce qui aurait des répercussions pour la production de lait. Le beluga découvert mardi dans une écluse de la Seine est dans un état stationnaire, mais le cétacé, très affaibli, ne s'alimente toujours pas. L'eau de la Seine est trop chaude pour l'animal habitué des eaux froides. Parmi les hypothèses de sauvetage, une extraction ou une ouverture de l'écluse pourrait être envisagée afin qu'il regagne la Manche. Merci Isabelle. Et avant de revenir sur le déplacement de Gérald Darmanin à Marseille ce matin, un mot sur cette attaque au mortier d'artifice contre un commissariat à Compiègne dans l'Oise la nuit dernière. 3 personnes ont été interpellées. Une patrouille de police avait d'abord été victime de jets de pavés dans le quartier sensible du Clos des Roses. Et c'est en rentrant au commissariat que des mortiers d'artifice ont été tirés contre le bâtiment. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le maire de la ville réclame l'appui de policiers nationaux supplémentaires. Votre réaction, Jérôme Moisan? J'ai envie de dire une affaire de plus. Une attaque de plus contre les forces de l'ordre. Oui, ça devient fréquent. Alors, ça s'exporte un peu d'Île-de-France. On est à Compiègne, finalement pas si loin. On attend finalement de voir quand ces individus seront mis à disposition de la justice quelle est la réponse qui sera donnée, puisque je rappelle que ces faits sont criminalisés depuis quelques années. Donc, comme très souvent dans ce genre de circonstances, la peine aura peut-être un effet pédagogique vis-à-vis des autres jeunes d'autres quartiers qui pourraient envisager d'attaquer des policiers dans leurs locaux. William T. Je partage le propos qui a été dit. L'objectif à court terme, c'est d'attraper ces gens-là et de les sortir de la société parce qu'ils sont nuisibles. À partir du moment où on attaque les forces de l'ordre, on attaque quelconque autorité publique, on n'attaque pas uniquement un policier parce que c'est un homme ou une femme, on attaque la France. Et quand on attaque la France, on doit y répondre de façon pénalement et de façon très très forte. Je pense que l'enjeu, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de pouvoir reprendre ces quartiers parce qu'on ne va pas commenter de façon éternelle pendant les prochaines décennies les faits divers et les guet-apens envers les policiers. Donc il faut reprendre les territoires perdus de la République en restaurant l'autorité de l'État. C'est le premier objectif. Il faut faire un plan qui part sur 3 étapes. La question de la reconquête, la destruction pour le reconstruire. Pourquoi reconquête? Parce que ce sont des territoires perdus de la République qui sont petit à petit en train de faire cession avec l'ordre républicain et qui contreviennent à la devise « La République est une et indivisible ». C'est le premier élément. Et ensuite, le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'il faut détruire? Parce qu'en fait, la situation est tellement mauvaise, elle est tellement gangrénée qu'en fait, les enfants qui grandissent dedans grandissent dans un climat... En fait, ils sont élevés quasiment dans une haine anti-France et anti-flic. Et tant qu'on n'arrivera pas à répondre à ça, tant qu'on n'arrivera pas à disperser cette population pour reconstruire du vivre ensemble, on n'arrivera pas à pouvoir y répondre. Et enfin, la question clé, c'est ensuite la reconstruction. Comment on fait pour reconstruire ces quartiers? Triple réponse, économique,
éducative et sociétale. Éducative, ça veut dire qu'il faut sortir ces enfants de ces quartiers en leur proposant un internat d'excellence pour qu'ils retrouvent goût à la République, à la méritocratie. Ensuite, la politique économique pour pouvoir construire des perspectives, en fait. Il faut que notre modèle politique et économique soit plus attractif que le modèle du deal et la loi des gangs. Et enfin, un modèle sociétal, parce qu'il faut qu'ils comprennent que pour rester en France et pour s'intégrer à la République française, il y a deux intérêts. La question de l'intérêt national et l'assimilation à la civilisation française. Christian Proutot. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit William. Ça procède, bien évidemment, on fait le constat en aval de ce que l'on regrette parce que c'est insupportable de voir ça, ce comportement. On sait qu'en plus, c'est le fait de minorités qui auraient tendance plutôt à augmenter, comme minorité en nombre, je veux dire. Mais c'est désastreux par rapport aux gens qui, dans ces cités, qui voudraient être tranquilles, qui ne demandent qu'une chose, c'est à vivre tranquillement. C'est usant pour les policiers qui se retrouvent l'objet de ces agressions, mais c'est en aval le constat d'un échec qui doit être pris dans son ensemble. Alors, il faut des effectifs, on le sait le temps qu'il va falloir pour les mettre en place, on sait que c'est long, on évoquait tout à l'heure ensemble tout le problème qui va à travers même l'efficacité de la police. Vous avez beau être efficace, derrière, après, il faut faire des procédures, c'est du boulot. Et pendant que vous tapez votre procédure, eh ben, vous êtes plus sur le terrain. Donc il y a par rapport à l'augmentation de ces problèmes agressifs contre la société et contre ceux qui représentent leur ordre public, tout un travail qui, même si on arrive, on peut le souhaiter, à avoir tout d'un coup une justice qui prend en compte les réalités du terrain et qui nous les met hors d'état de nuire, un problème pour les mettre quelque part, c'est déjà... mais également la mise en évidence de ce qu'il faut faire en amont pour que ça change et qu'on assiste à autre chose. On évoquait tout à l'heure l'argent qui doit être mis en place sur le budget de l'éducation nationale, mais il n'y a pas que, il y a plein de problèmes autour de la notion de service public, du régalien, de l'État, et il faut faire des choix. Il faut que tout le monde accepte de faire ces choix qui vont dans le sens de plus de personnel. Juste une remarque, on a évoqué ces jours-ci la création de policiers auxiliaires d'une réserve de police. Je me demande dans quelle mesure on ne devrait pas associer je sais que ça va faire hurler parce que tout le monde dit oui, mais c'est pas le rôle de l'éducatif des policiers ou des gendarmes. S'il ne faudrait pas, dans les obligations que l'on apporte à un moment à cette jeunesse en recherche de repères, prendre ceux qui sont les moins perdus et les amener à faire des stages en police ou en gendarmerie. On passe à Gérald Darmanin. Ce matin, le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Marseille. Gérald Darmanin est venu accueillir les 65 nouveaux gardiens de la paix fraîchement sortis de l'école de police. Un déplacement symbolique dans un contexte tendu. Ces renforts supplémentaires sont, comme vous pouvez l'imaginer, les bienvenus. Ils seront destinés à soutenir la lutte contre le trafic de drogue à Marseille. On écoute Gérald Darmanin ce matin. Les promesses du président de la République de renforcer considérablement les moyens de la police nationale à Marseille sont tenus. Les 65 policiers, mesdames et messieurs les élus, que vous avez devant vous viennent compléter déjà la trentaine de policiers arrivés depuis le début d'année et les 103 de plus présents l'année dernière. Il nous faut encore 100 policiers nouveaux d'ici la fin de l'année pour atteindre les 300 policiers supplémentaires annoncés par le président de la République. Les promesses du président de la République sont tenues. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Moisan ? Oui, les 200 sont effectifs. La centaine annoncée, on verra à terme échu. Par contre, le ministre évoque des effectifs supplémentaires, sont des effectifs nouveaux. Parce qu'il y a forcément du flux sortant à Marseille. C'est d'abord une grande ville dans la zone sud qui arrose les petites circonscriptions de sécurité publique. Donc je m'explique, il y a des collègues qui choisissent Marseille au départ de Paris parce que ça prend peu de temps et une fois qu'ils sont à Marseille, ils envisagent de rejoindre une circonscription plus petite dans la PACA ou le Grand Sud. Et donc c'est autant d'effectifs qui disparaissent des tableaux de Marseille. Il y a évidemment aussi l'érosion liée à la
retraite et d'autres départs. Donc 65 nouveaux on a la policiers. garantie que 200 sont arrivés, on nous promet 100 qui arriveront, mais moi je suis bien incapable de vous dire qu'à l'issue de ces 300 nouvellement affectés, on aura augmenté de 300 effectifs le nombre de fonctionnaires de Marseille. Parce que là, quand on voit les 65 nouveaux policiers, ça ne veut pas dire que ce sont 65 policiers supplémentaires. C'est bien ce que je vous explique, oui. William T. Je pense qu'il est important de joindre les paroles aux actes parce qu'on a une grande défiance à l'égard des pouvoirs politiques et des pouvoirs publics. Et donc lorsqu'un président de la République fait une annonce, il faut que cette annonce soit suivie des faits. Seulement la difficulté qu'on rencontre ces derniers temps avec l'apparition notamment du quinquennat, c'est qu'on réagit sur une politique de l'émotion plutôt que réfléchir à une politique au temps long. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron évidemment a annoncé des mesures de sécurité à l'époque sur Marseille parce que Marseille était victime de violences récurrentes, notamment dans les quartiers nord et même ça s'étendait au-delà des quartiers nord. Mais est-ce que les annonces supplémentaires d'Emmanuel Macron permettront de résoudre la situation à Marseille à long terme? Est-ce qu'en fait notre politique globale sur la question de Marseille permet en fait d'endiguer la question de la criminalité? Et je pense que plutôt ce que les policiers, même ce que les Français et les Marseillais attendent, plutôt que des annonces supplémentaires qui réagissent sous le choc de l'émotion, c'est de réfléchir après si cette annonce sont suivies des faits en matière de chiffres, en matière de concret. Est-ce que ça a fonctionné, ce premier point? Est-ce qu'on a réfléchi à l'évolution de la zone dans les 10 prochaines années? Parce que notamment Emmanuel Macron permet en fait d'endiguer la sécurité à court terme. Évidemment, les effectifs de policiers supplémentaires vont permettre de quadriller une plus large zone à Marseille. Mais est-ce que le nombre de policiers par rapport à la zone de Marseille ou même la zone plus large est suffisant en global pour assurer la sécurité? C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est est-ce que les policiers supplémentaires pourront reprendre effectivement le contrôle des quartiers nord et endiguer la violence sur les quartiers nord? Je pense que c'est ces questions-là qui se posent. Et si on ne veut pas continuer à alimenter la défiance à l'égard des pouvoirs politiques et des pouvoirs publics, parce qu'en fait le pouvoir politique va dire oui mais nous on a annoncé des policiers supplémentaires et effectivement si par qu'il n'y a pas de bonne situation c'est que les policiers n'ont pas fait leur travail, mais c'est absolument pas vrai. Les policiers ont besoin de consignes claires et d'une politique claire pour pouvoir arrêter la criminalité et la délinquance à Marseille. Alors on va voir ce que les Français attendent, William T. À ce jour, un peu plus de la moitié des effectifs promis ont été déployés. Les forces de l'ordre réclament plus de moyens de la part de l'État et ils ne sont pas les seuls. Les habitants de ces quartiers, eux aussi, attendent une réponse plus forte de l'État. Reportage de Fabrice Elsner, Sandra Tchombo et Valérie Labonne. C'est accompagné d'un policier que nous entrons dans les cités nord de Marseille. Dans ces quartiers, le trafic de drogue nourrit une économie parallèle qui génère des conflits sanglants pour récupérer certains points de deal. Nous avons eu, il y a un an, jour pour jour, dans cette cité même, un double règlement de compte à la Kalachnikov. Ce trafic, qui a des ramifications jusqu'en Colombie, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Des sommes astronomiques pour lesquelles les trafiquants sont prêts à toutes les violences. Pour les forces de l'ordre qui tentent d'en venir à bout, l'arrivée de nouveaux effectifs promis par le ministre de l'Intérieur sont les bienvenus, mais ne sont pas suffisants. Effectivement, la visite Darmanin, c'est qu'il continue à respecter les promesses qu'il a tenues pour l'instant. Et la seconde chose, c'est de résoudre enfin, si je puis dire, le problème de la vidéoprotection à Marseille. Aujourd'hui, nous n'avons pas de véritables moyens de pouvoir exploiter ces systèmes effectivement, de vidéosurveillance, de vidéoprotection. Amine Kessassi a passé son enfance dans le quartier de Frévalon. Son frère a été assassiné en décembre 2020 dans un règlement de compte. Il se bat depuis pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Si on veut justement retrouver cette autorité dans les quartiers, si on veut justement retrouver la sécurité dans les quartiers, il faut que la République elle refasse son job, il faut que la République elle revienne dans nos quartiers en apportant du service public, en apportant du social et en apportant surtout une police de proximité. Comme la plupart des habitants de ces cités populaires, il se sent dépossédé de son quartier et ne veut plus qu'il soit abandonné par les autorités. Gérald Darmanin avait parlé lors de son déplacement à Lyon du niveau d'acceptation des Français. Il est aujourd'hui tombé au ras des pâquerettes. Les habitants de ces quartiers n'en peuvent plus, que ce soit à la Guillotière à Lyon ou ici à Marseille dans les quartiers nord. Christian Proto, qu'en est-il de ce niveau d'acceptation des Français ? Le niveau d'acceptation des Français, il est voisin de zéro parce que il y a un discours, bien évidemment, qui est obligé d'exister parce que les hommes politiques sont confrontés à des problèmes récurrents et il faut bien qu'ils apportent une réponse. On ne peut pas incriminer complètement ce gouvernement et en particulier le précédent quinquennat. Il y a eu des décisions prises il y a longtemps où on nous explique maintenant a posteriori, c'est
parce que la situation était différente ou que les projections sur l'évolution criminelle ou de la criminalité n'étaient pas aussi graves qu'elles le sont devenues. Je ne crois pas. Il y avait des décisions politiques qui ont été prises à ce moment-là à travers la politique de non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, qui était simplement économique. On a supprimé la police de proximité pour ces raisons-là. On a dit c'est un manque d'inefficacité, il vaut mieux faire des gros commissariats et on projettera s'il y a un problème. Tout le monde sait très bien, au moment où ça a été pris, on le savait tous, que ça ne pouvait pas fonctionner, qu'on ne connaît un quartier que quand on y vit, quand on y travaille, quand on est au contact de garçons comme celui-là, qui, lui, tient un discours réel. Il faut que l'État retrouve sa place, il dit, lui. Alors, maintenant, le temps de rattraper tout ça, cette politique date de 2007, le temps de remettre en place ces fonctionnaires, de les former. Former un fonctionnaire de police, c'est au minimum le temps du recrutement et tout, 1 an, et de formation. Et puis après, il faut qu'il soit adapté à la fonction qui est sur place. Les jeunes fonctionnaires, on sait, ils n'ont pas forcément l'expérience, c'est pas simplement le nombre qui fait quelque chose. Il y a du temps, il va falloir du temps. Et la reconquête de ces quartiers tels que le disait ce président d'association, si on ne la met pas en place, eh bien, on aura beau mettre du bleu comme on veut, on n'y arrivera pas. Il faut être sur place. Oui, et puis aussi, il y a la difficulté de redonner envie aux jeunes de rentrer dans la police, parce qu'on parle de moyens, mais on en a aussi souvent parlé sur ce plateau. Il y a une crise du recrutement au sein de la police, Jérôme Moisan. Oui, on a pu le constater de manière assez dramatique à l'occasion du recrutement des policiers adjoints. 1000 étaient inscrits, seulement 500 ont rejoint les bancs des écoles de police au début de l'été. Donc c'est 500 agents, fustiles auxiliaires, adjoints, qui manqueront dans les services, qui ne seront pas remplacés par des fonctionnaires titulaires, puisque ça réclame 1 année pour former un policier actif. 500 agents qui ont jeté l'éponge, oui. Finalement. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ? Quelle publicité à la police qui pourrait bien convaincre un jeune de la rejoindre ? On voit des policiers qui sont victimes quotidiennement. On a en fait une profession qui est un peu ternie par l'effet d'actualité. Et puis si ces jeunes ont des aînés dans l'institution, je pense aussi qu'ils souffrent du message qui peut leur être transmis, parce qu'il y a un vrai manque de sens pour les collègues qui sont en service. Il y a une vraie crise de vocation, particulièrement dans les métiers d'investigation. Si vous permettez, mon collègue délégué à Marseille disait qu'il manquait de caméras. C'est un fait. Le ministre porte la même réclamation envers le pouvoir politique local. Maintenant, ça augmente la surveillance du territoire, mais une fois qu'on a pu relever des infractions, il s'agit de poursuivre les auteurs de ces infractions. Et là, on a un vrai problème, c'est la crise de vocation dans l'investigation. On n'a plus de fonctionnaires qui veulent rejoindre les rangs des officiers de police judiciaire, parce que plus qu'ailleurs, dans la police nationale, l'investigation fait que les collègues ne retrouvent aucun sens à leur mission, parce qu'ils sont au tenant et aboutissant des affaires. Eh ben, ils voient les faits, ils s'évertuent à faire des procédures qui soient inattaquables sur le fond, puisque les avocats, sur la forme, pardon, puisque les avocats sont complètement rompus à cet exercice de faire casser les procédures. Et du coup, c'est au détriment du fond qui, lui, permet de matérialiser les faits, de faire tomber les délinquants et de permettre aux magistrats de les confondre. Et au bout du bout, une justice qui ne prononce pas forcément les peines attendues, des peines prononcées qui ne sont pas forcément effectives, comme on a pu le dire précédemment. Et tout ça mis bout à bout fait qu'on a des collègues qui ne voient plus le sens à leur action quotidienne. Et donc, ça conduit à cette crise de vocation qui est quand même assez significative dans les services d'investigation. Il y a un fossé qui s'est creusé entre justice et police judiciaire, clairement, si j'entends vos propos.
Alors, pour préciser mon propos, on peut exprimer les choses de cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre policiers et magistrats. Non, dans tous les cas, on a tout simplement une justice qui dysfonctionne aussi, qui manque clairement de moyens, et notamment qui manque de places de prison. On a des magistrats qui prennent des décisions avec un compteur sous les yeux et qui souvent sont empêchés de pouvoir prononcer une peine de prison parce qu'on a déjà une surpopulation de ces prisons. On a aussi une politique pénale qui met tout en œuvre pour détourner les décisions de justice d'une peine d'emprisonnement. Et tous ces effets mis bout à bout conduisent au constat qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et ce que j'entends, c'est qu'on a deux institutions qui devraient travailler main dans la main et qui ne le font pas, en tous les cas, pas comme elles devraient le faire au quotidien. En tout cas, les deux institutions conjuguées n'amènent pas l'efficacité qu'on a en droit d'attendre. Qu'on attend. William T. Il y a deux sujets, je vais répondre à la fois sur cette question-là et également à Christian Proto sur la question de la baisse des effectifs. Je pense qu'il y a des questions matérielles et des questions immatérielles sur la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à recruter des policiers. Les salaires sont trop bas et les conditions matérielles de travail sont plutôt mauvaises. Vous me confirmerez, c'est-à-dire que les commissariats sont vétustes, les véhicules ne sont pas forcément mis à jour, même s'il y a eu un rattrapage qui a été fait sur la question de l'investissement, mais toutes les conditions... Ça s'est arrangé quand même. Ça s'est arrangé, mais c'est toujours pas optimal. Ça veut dire que quand vous prenez un jeune, aujourd'hui, il a le choix. Admettons, parce qu'en plus, on a eu une hausse du niveau, donc il y a beaucoup plus de gens qui font un bac plus 5 qui a une trentaine, quarantaine d'années. Et donc, du coup, ces gens-là, vous leur proposez de faire un métier consultant dans un bureau tranquille ou d'aller d'être policier. Et je vais arriver sur la question immatérielle. Évidemment, qu'est-ce qu'ils choisissent? La sécurité et le confort. Parce que surtout, ils ont un avantage financier, ils ont un confort. Et je vais arriver sur la question immatérielle, c'est la question de la quête de sens. Aujourd'hui, vous devenez policier pour vous engager au service de l'État, pour faire respecter l'ordre républicain, parce que vous croyez à l'uniforme et vous pensez que votre boulot a un job. Parce qu'évidemment, vous êtes moins bien payé que dans le secteur privé. Et donc, du coup, vous compensez cet écart de salaire sur la question de l'engagement et du motif. Mais aujourd'hui, comme l'a rappelé monsieur, sur la question de l'engagement, si vous menez des procédures et que vous arrêtez des délinquants et qu'au bout d'un moment, au bout d'un an et au bout de 2 ans, vous voyez des personnes qui sont relâchées le lendemain ou qui subissent uniquement des rappels à la loi, est-ce que vous continuez à conserver confiance sur la question de votre engagement? Est-ce que votre métier a encore du sens à long terme? Je pense que c'est ça la question qui est posée à long terme sur l'avenir des policiers, parce qu'effectivement, on a du mal à recruter et en plus, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ça, mais il y a des jeunes qui rentrent et puis après qui arrêtent au bout de quelques années parce que c'est de plus en plus compliqué. Et si vous prenez tous ces éléments en cause, c'est normal. Jérôme Moisan nous disait, c'était même pire, il nous dit qu'il y a des jeunes qui s'inscrivent et qui ne vont pas au bout. Mais si vous prenez tous ces éléments-là, et puis en plus notre politique n'est plus efficace, on n'a pas de coordination entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, parce qu'à peu près depuis une dizaine d'années, on vit sous un couple auquel on met un ministère régalien de droite pour faire des annonces sur la forme à l'instant présent, et puis un ministère de la Justice qui doit agir au temps long, qui est plutôt de gauche. C'était à l'époque les couples Valls-Taubira, et aujourd'hui Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Comme ils ne poursuivent pas le même objectif, et ben forcément il y a un dysfonctionnement entre la police et la justice, et qu'importe si les policiers et les magistrats s'entendent bien, les policiers et les magistrats doivent suivre des consignes de la part du ministre. Et si vous n'avez pas de politique qui est claire et qui va dans le même sens, vous n'y arrivez pas à mener, parce que de toute façon, les policiers vont arrêter un délinquant. Ensuite, les circulaires du ministère de la Justice font en sorte de désengorger les prisons pour privilégier les peines, ce qu'on appelle les peines alternatives aux prisons, et tout ce qui est rappel à la loi, etc., pour réinsérer les personnes dans la société. Ils oublient quels sont les principes de la prison et pourquoi est-ce qu'on a mis en place la prison. Si on a mis en place la prison, c'est parce qu'on considère que des délinquants sont nuisibles à la société. Et quand vous avez des personnes nuisibles à la société, vous les retirez de la société pour éviter d'avoir des dommages supplémentaires. Et une fois que vous avez des personnes retirées sur la société, petit à petit, vous désengorgez ce qu'on appelle le stock de délinquants, et petit à petit, les chiffres de la délinquance continuent à baisser. Mais nous, on ne fait absolument pas ça. Nous, on prend une personne, les policiers l'arrêtent, la justice dit « Ah bah pour la réinsérer, cette personne-là, comme elle est jeune, eh ben, on fait uniquement un rappel à la loi ou des peines qui sont très courtes, et donc il n'y a pas de peine effective de prison, donc il est relâché, et donc les policiers se battent toujours contre les mêmes personnes. Et si en plus vous avez des personnes qui suivent le même chemin qu'eux, petit à petit, le nombre de criminels augmente en France. Ça, c'est pour le premier élément. Ensuite, après, je vais répondre à Christian sur la question des moyens publics. Je pense qu'il n'y a pas qu'une question de moyens, Christian, sur la question de... Il y a deux questions. Parce qu'en fait, quand on prend... Parler des moyens humains. Des moyens humains. Quand on prend l'État régalien du général de Gaulle dans les années 30 et qu'on prend l'État aujourd'hui d'Emmanuel Macron, à l'époque du général de Gaulle, on dépensait que 35% de la richesse nationale en dépenses publiques. Pourtant, à l'époque du général de Gaulle, on n'avait pas une telle criminalité, on n'avait pas des territoires perdus de la République. À l'époque
l'époque d'Emmanuel Macron en 2022, on dépense 62,5% de dépenses publiques par rapport à la richesse produite. Et pourtant, on a de moins en moins de services publics, les policiers sont de moins bien payés, en tout cas leur niveau de vie a plutôt baissé, et les conditions matérielles sont de plus en plus mauvaises. Je pense que ce qui doit jouer, ce qui a joué notamment, c'est la question de la répartition des moyens. C'est qu'on a privilégié l'État social et les dépenses sociales, les dépenses environnementales qui n'ont servi à rien et qui en tout cas n'étaient pas dans l'intérêt national, plutôt que mettre le paquet sur l'État régalien. Parce que quand on arrive à 65% de dépenses publiques et qu'on a des problèmes dans la justice, dans la police, c'est que l'État a mal fait son job et que l'État a mal réorienté les dépenses vers ce qui est nécessaire. Et l'objectif, c'est de mettre des priorités dans un État et dans un pacte social, comme le disait Rousseau à partir du contrat social, c'est que les individus se mettent ensemble pour assurer la première des libertés qui est la sécurité. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ça, l'État sera défaillant. Et maintenant, Christian va répondre. Là, vous avez répondu à ce que Christian avait dit il y a 10 minutes. Là, Christian va répondre à ce que vous avez dit. On fait l'émission dans le désordre aujourd'hui. Je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit William tout à l'heure. Est-ce que finalement, le problème, c'est pas aussi que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ne vont pas dans la même direction? Moi, je pense que ça, c'est l'écume des vagues. Parce que je voudrais dire que les gouvernements changent, les fonctionnaires restent. C'est toujours les mêmes qui sont là et qu'on dit il faudrait faire plus d'arrestations, il faudrait faire plus de ci, Donc les fonctionnaires, ils ne sont pas là, ils ne font pas leur boulot en fonction d'une politique. Ils le font par rapport à leur détermination, leur engagement, ce qui fait tout le cœur que l'on est attaché à un métier. Et moi, dans ce que dit M. Moisan, qui me trouble, c'est que ce qui fait je cherche le terme qui va bien, pour tout policier, être OPJ, c'était la voie royale. On est d'accord. Et ce qu'il vient me dire, moi, je suis effondré. Que tout d'un coup, il y ait cette désaffection vis-à-vis de la préparation de l'OPJ, sans lequel aucune action policière ou gendarmique peut fonctionner, puisque c'est le dossier que vous faites qui amène la justice à poursuivre. Donc, s'il y a de moins en moins d'OPJ, on pourra mettre du fonctionnaire tant que l'on veut. S'il n'est pas OPJ, il n'y aura pas de gens qui font les enquêtes et qui les instruisent, qui les écrivent. Et ça, c'est grave. Et de la même manière qu'il y en a moins, tel qu'il l'évoquait, et également par rapport aux postes qui sont offerts et où les gens ont rejoint ce poste, c'est-à-dire la moitié des postes offerts, j'ai entendu récemment qu'il y avait la même chose dans la fonction publique au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on manque, vous l'évoquiez dans une précédente émission, on manque de gens pour être professeur. Les concours ne sont pas remplis. Dans l'enseignement, évidemment. Et toute cette partie du service de l'État et de la vocation vers le service de l'État qui s'amenuise, ça, c'est la personne avec les heures de vol qu'il a, ça m'inquiète. On va rester à Marseille dans un instant. Le trafic de drogue continue de gangréner les quartiers nord de Marseille. Nos journalistes se sont rendus dans la cité La Paternelle, véritable marché à ciel ouvert de la drogue. On va en parler dans un instant pour la dernière partie de La Belle Équipe, toujours en direct sur CNews avec Christian Proto, William T et Jérôme Moisan. A tout de suite sur CNews, restez avec nous. Dernière partie de La Belle Équipe en direct sur CNews en compagnie cet après-midi de Christian Proto, de William T et de Jérôme Moisan. On reste à Marseille, on va parler du trafic de drogue qui gangrène certains quartiers de Marseille avec une équipe de journalistes qui s'est rendue dans la cité La Paternelle, qui est une sorte de supermarché à ciel ouvert de la drogue. On va voir ça dans un instant. Là, il est quasiment 16h30. Il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce lundi. En France, le gouvernement en lutte contre les rodéos urbains. 10 000 opérations de contrôle au mois d'août sur l'ensemble du pays. C'est l'objectif fixé par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre intensifient leurs efforts. Sur les 2 derniers mois, près de 8 000 opérations ont été menées, permettant d'interpeller 1 200 personnes et de saisir près de 700 engins. Dans l'actualité internationale, Taïwan reproche à la Chine de prolonger ses exercices militaires autour de l'île revendiquée par Pékin. Ils devaient s'arrêter hier, mais les appels des Occidentaux et du Japon sont restés vains. La Chine a lancé ses manœuvres jeudi pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. La présence de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis avait été perçue comme une provocation.
L'Ukraine appelle à la création d'une zone démilitarisée sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. Il s'agit de la plus grande centrale du pays, tombée aux mains des Russes et bombardée à 2 reprises. Depuis vendredi, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement des frappes, des attaques que le secrétaire général de l'ONU qualifie de suicidaires. Merci Isabelle. À Marseille, le trafic de drogue continue de gangréner les quartiers nord. Nos journalistes se sont rendus dans la cité La Paternelle qui concentre le plus gros du trafic de stupéfiants comme un supermarché de la drogue à ciel ouvert où le trafic se déroule sous le regard des habitants avec, vous allez le voir, de nombreuses petites mains à disposition. Fabrice Elsner, Sandra Tchombo et Valérie Labonne ont suivi une patrouille de CRS. Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'ils soient à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses. Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes, qui permet vraiment aux badauds de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fournis dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site. Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité. Ils viennent ici, à pied, ceux-là. C'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. Et la tarification ici, les produits vendus. Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police. Après, on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai très amoindri, la distribution va recommencer dans les mêmes proportions. Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées. Hier soir, on a trouvé un gamin, 16 ans je crois, et 1850 € sur lui. En fait, je pense que l'opinion publique ne se rend pas compte du volume d'argent que ça engendre. Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux. On sait par contre qu'ils s'entretuent. C'est assez étonnant, parce que nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux et nous. Et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire. Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers. Voilà, reportage assez stupéfiant dans cette cité La Paternelle à Marseille, qui est une sorte de McDonald's de la drogue. Hein. Vous avez vu avec les prix affichés sur les murs aux yeux de tous. Ça veut dire que c'est un marché qui est aujourd'hui connu de tous et totalement décomplexé. Comment de tels lieux peuvent exister quasiment librement dans notre pays, Jérôme Moisan ? On a développé pas mal de choses, notamment sous l'autorité de Gérald Darmanin, il faut l'admettre. On a pas mal contribué à stresser des points de vente. Maintenant, une fois qu'on a stressé les points de vente, on n'a pas empêché complètement la vente. La preuve en est. Le premier problème, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le chiffre d'affaires de ce business. On a des quartiers qui sont totalement dépendants de cette économie. C'est ça la réalité des choses. Et la solution, elle n'est sûrement pas que policière. Après, s'agissant des policiers, il n'y a que le quadrillage du terrain, la nuisance qu'on peut apporter à ce commerce illicite pour éviter qu'ils puissent aussi librement que ça, parce que vous avez raison, c'est choquant, vendre ces produits stupéfiants. Et parce que la police, les CRS qu'on voit patrouiller dans le reportage, ils sont totalement impuissants en réalité. Oui, et puis ils sont de passage, ce sont des forces mobiles et on les envoie ponctuellement dans un quartier sur un espace géographique et un espace-temps, le temps de la mission. Et puis donc ça stresse les points de vente, mais dans la minute qui suit leur départ, les points de vente reprennent. William T. Il y a plusieurs points à voir, je pense. D'abord, il faut... Comment de tels lieux peuvent exister dans notre pays aujourd'hui ? Je pense parce qu'il y a un sentiment d'impunité, et pas uniquement un sentiment, il y a une impunité généralisée. Ça veut dire qu'en fait, c'est même de la provocation, ils le savent très bien. Le documentaire, le reportage est très bien fait, c'est rapporté, les policiers essayent de faire de leur mieux, mais de toute façon, ils n'ont pas les moyens d'agir. Et je pense que dessus, ce ne sera pas une réponse qui sera courte. Il faut quasiment mener une guerre en fait, aux gangs et aux trafiquants de drogue. Et encore une fois, vous parlez de moyens, mais est-ce que les moyens sont réellement le problème ? Mais justement, je vais y arriver. Je pense que ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est une question de levier et d'action diplomatique. Tout d'abord, ça veut dire qu'en fait, il faut limiter le flux et l'approvisionnement de ces trafiquants de drogue. Mais pour ça, il faut 2 points.
c'est limiter l'arrivée et donc du coup avoir un contrôle des douanes qui soit beaucoup plus important, mais ça ne suffira pas. Deuxième point, c'est de dialoguer avec les pays et de leur dialoguer de façon très forte avec les pays fournisseurs de drogue par rapport à la France. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si on prend la Colombie ou d'autres pays qui amènent un nombre de drogues assez important en France, si la France mène une sanction diplomatique, économique contre ces pays en disant continuez à fournir de la drogue en France et vous serez sanctionné diplomatiquement, économiquement par la France, voire même par l'Union européenne, parce que des États membres vivent le même effet que nous, peut-être que ça permettra à ces pays-là déjà de contrôler les flux sortants de chez eux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est la question policière. C'est-à-dire que les policiers viennent, mais en fait, les gens savent très bien comment ça marche, ils ont des guetteurs, et donc du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent de dealer ou ils arrêtent de vendre des produits quand les policiers sont là. Peut-être que ce qu'il faut mettre en place, c'est une surveillance avec la question des caméras de vidéosurveillance, mais de toute façon, ils vont les détruire. Donc je pense que peut-être qu'il faut utiliser les drones pour avoir une surveillance en temps réel, ce qui permettrait d'utiliser les policiers, non pas de les mettre sur ce terrain-là, mais qui se concentrent davantage sur la délinquance et sur les crimes et les affecter ailleurs. En fait, c'est-à-dire qu'on surveillerait les points de deal connus à travers des drones. Donc ça supposerait de changer la réglementation sur le plan législatif pour que les drones puissent en fait garder des images et pour qu'on puisse prendre les personnes en état de fait et sur le fait accompli. Et ce qui nous permettra ensuite d'instituer le troisième levier qui est la question judiciaire. C'est-à-dire qu'il faut mettre des peines qui soient assez fortes et assez dissuasives pour en fait sortir et mener une véritable guerre dessus. C'est un peu sur le modèle de ce qu'avaient fait les États-Unis contre les différentes mafias. C'est-à-dire qu'il faut une action coordonnée et généralisée de tous les services pour limiter ces flux et pour limiter en fait ces points de trafic et pour en fait détruire complètement ces réseaux de gangs et ces réseaux de caïds. Christian Proto, reportage stupéfiant qu'on vient de voir. On se croirait un peu dans ce film qui est sorti l'année dernière, Bac Nord. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est le mot qu'il faut employer, stupéfiant. Bon, donc, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est une décision politique qui est récente, hein, la reprise en main contre le trafic de drogue. Simplement parce qu'on s'est rendu compte que ce qui était devenu à un moment presque dans l'idéologie permissive d'une certaine période sur l'utilisation de la drogue, la consommation de drogue, est devenu un fléau. Il ne faut pas oublier, et tout le monde l'oublie, c'est important de le rappeler, 20% des accidents mortels sur la route sont dus à la conduite sous emprise de stupéfiants. C'est quand même incroyable, le chiffre est beaucoup plus important qu'on pourrait l'imaginer. Donc le consommateur lui-même, il est en partie responsable, c'est l'offre et la demande, de la distribution. Et on a remplacé les procédures, parce que c'était un problème administratif, des gens qui étaient consommateurs, par des amendes. Je serais curieux de savoir combien d'amendes ont été distribuées cette année, mais à mon avis, pas tant que ça. Donc il y a tout un équilibre, et William le rappelait, depuis la fourniture jusqu'à la distribution en aval. Et c'est des choix politiques. Le choix politique fait par le ministre, il est ferme. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il faut arrêter ça. Donc on met en place les moyens, mais c'est une police spéciale. Les policiers qui font ça, ce sont des OPJ. On revient sur le terme. Le manque d'OPJ. Oui, mais des moyens, on parle là. Il faut pas qu'il y ait seulement des patrouilles, comme on vient de le voir dans le reportage. Des moyens pour faire tomber carrément ces lieux de deal. D'OPJ, parce qu'il ne faut pas oublier les problèmes qu'ont rencontrés les enquêteurs à une époque où on leur reprochait, par exemple, quand ils montaient un coup pour dévoiler un trafic, d'avoir été provocateur et d'avoir été, entre guillemets, les complices de certains réseaux de petits caïds. Parce que le renseignement, c'est compliqué. Il faut plus ou moins pénétrer le réseau, savoir qui le fait, comment cela se fait. Il y a des garçons qui font ce boulot-là, qui se mettent en danger. Hein. Il n'y a pas que dans les films qu'on voit ça. Hein. C'est la réalité, malheureusement. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui doit être pris. Et cet ensemble de mesures, il faudrait accepter également que le consommateur soit lui-même mis en cause également, beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement. On le met plus en regard comme victime que comme co-auteur. Dans l'actualité également, on va changer de sujet. De nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Iqiyoussen, le prédicateur dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris. Et il est, selon nos confrères du journal du dimanche, et l'information a été confirmée par Gérald Darmanin ce matin, fiché S depuis environ 18 mois. Les détails avec Clémence Barbier et Arthur Muriot.
En visite à Marseille, Gérald Darmanin l'a confirmé. L'imam Hassani Hussein, réputé proche des frères musulmans, est fiché S depuis 18 mois. Malgré la suspension de son expulsion par le tribunal administratif de Paris, le ministre de l'Intérieur maintient. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République. L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes. Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les Juifs. Lors d'une conférence en 2018, il assure: les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris. La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été. L'imam Hassan Iqiyoussen, fiché S, c'est confirmé. Et alors Gérald Darmanin a employé ces mots qu'il n'avait pas employés jusqu'ici. Un imam radicalisé. Je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin dans la longueur lorsqu'il s'est exprimé ce matin à Marseille. Cet imam, je mets des guillemets, puisque je sais qu'il ne représente pas l'immense majorité des musulmans de notre pays qui aiment la République et sont totalement confondus avec ses valeurs, tient des propos antisémites. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il nie des génocides. Il appelle finalement à considérer que les attentats qu'il y a eu sur le sol français étaient des complots. Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français, je voudrais le répéter ici. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé, puisque les services, vous l'avez dit, de la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché S, puisque désormais c'est public. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République. Les mots sont importants. Un imam radicalisé, c'est le discours de Gérald Darmanin. William T. Oui, je pense que pour la première fois, en fait, Gérald Darmanin nomme les choses et dit pourquoi est-ce qu'on va expulser cet imam. Effectivement, les propos qu'il avait tenus sont condamnables et doivent être condamnés par la justice. Mais en fait, ce qu'opère le Conseil d'État et le tribunal administratif, c'est qu'ils opèrent une conciliation entre la volonté d'expulsion et les motifs d'expulsion par rapport à l'atteinte à la vie privée. Et je pense que Gérald Darmanin aurait dû nommer les choses dès le début. Si on veut expulser cet imam, c'est pour des questions d'intérêt national et pour faire en sorte que ce type d'imam et ses prédicateurs ne puissent pas endoctriner la jeunesse française, notamment la jeunesse de confession musulmane, pour les remettre sur le chemin républicain. Et je pense qu'une fois qu'on nomme les choses, on est en capacité d'agir parce que la justice comprend pourquoi est-ce qu'on veut agir concrètement. On doit expulser cet imam parce qu'il est proche des frères musulmans et parce qu'il veut endoctriner une partie de la jeunesse française pour l'encourager sur la haine de la France et pour l'attaquer en fait sur ces plans-là. Et donc je pense qu'une fois qu'on fait ça, on dit que c'est un ami des frères musulmans, éventuellement on réfléchit à déclarer les frères musulmans comme association terroriste pour pouvoir mener des actions plus larges contre tous les imams qui sont proches des frères musulmans, et ensuite cet imam doit servir d'exemple, il doit être expulsé, mais ainsi que les autres prédicateurs et les autres imams qui suivent le même chemin que lui. Moi j'ai une question à laquelle j'arrive toujours pas à répondre. Pourquoi maintenant ? On nous dit depuis 2004, il tient des propos qui vont à l'encontre de nos principes républicains, des propos misogynes, homophobes, antisémites. Ça fait près de 20 ans. Il n'a jamais été poursuivi pour ces propos. On décide de s'en occuper, de l'expulser seulement maintenant. Jérôme Moisan. Alors là, je ne saurais pas lever le mystère maintenant. Non, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand même. On peut légitimement se poser la question. Maintenant, ce qu'il aurait fallu, si cet imam s'est mis en faute, c'est le confondre, tout simplement, le poursuivre. Apparemment, il y avait moyen de matérialiser des infractions. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi ? Il refuse d'être français, il n'a donc pas la nationalité française. S'il est confondu, on aura toute légitimité pour l'expulser, le reconduire dans son pays d'origine. Là, moi, je trouve qu'on est un peu en situation de faiblesse parce que, justement, on n'a pas fait le boulot d'un point de vue juridique. William T. Je pense qu'il n'y avait pas de volonté politique pour le faire. Je pense qu'en fait, concrètement, on n'en avait pas.
Quand on a une volonté politique très forte, on est en capacité de le faire. Moi, je prends un exemple, c'est François Hollande, pourtant président socialiste, le week-end des attentats du 13 novembre 2015, a entamé 4000 ou 5000 perquisitions administratives. On a saisi des milliers d'armes, on a expulsé plusieurs imams, on a opéré des reconquêtes qui étaient très fortes. Et suite à l'action de François Hollande lors des attentats du 13 novembre 2015, on a tenu un discours qui était très fort contre les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, petit à petit, est en train de changer. Le Qatar est en train de changer alors qu'il menait une politique d'entrisme chez nous. Donc je pense que tout est une question de volonté politique et qu'en fait, on n'a pas voulu stigmatiser pour ne pas provoquer ce qu'on appelle, et que les différents politiques ont eu peur d'être taxés d'islamophobie. Je pense que ce qu'ils pensent pour une partie de la classe politique, ils ont plus peur d'être taxés d'islamophobes que de vouloir agir pour vaincre le totalitarisme islamique. Encore une fois, quelle image ça renvoie de la justice de notre pays? Justice qui, on en parlait tout à l'heure, a déjà mauvaise presse auprès des Français, qui la trouvent trop laxiste. On en a parlé, notamment le mois dernier. Il y avait un sondage du JDD sur ce sujet. Quelle image ça renvoie de la justice de notre pays, le fait qu'un imam qui doit être expulsé, le ministre de l'Intérieur demande à ce qu'il soit expulsé, tous les voyants sont au vert, le royaume du Maroc ouvre ses portes, et derrière, ça bloque. C'est une incompréhension, je pense. Parce que, après, il ne faut pas mélanger. La question du fichier S, c'est une question entamée par la DGS. Non, mais je comprends tout ça. Voilà, tout ça, c'est effectivement, c'est ce qu'on. Il y a une question, il y a un peu de littérature aussi dans tout ça. Moi, je parle de l'image que ça renvoie pour les Français qui nous regardent. Mais les juges, tout ce qu'ils font concrètement, il y a effectivement, ils ont une question d'interprétation. Ça veut dire que quand ils auraient pu donner des peines qui étaient maximales, forcément, ils ont une tendance qui est plus laxiste, en tout cas, qui est plus sur un discours de réinsertion que sur une question de répression. Et donc, du coup, ils donnent des peines qui sont moins fortes que ce qu'auraient pu donner d'autres juges. Par contre, il y a une question qui est essentielle, c'est que les juges appliquent des lois que les politiques, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif a voté. Et donc, tant qu'on veut pas changer les choses, tant qu'on veut pas mettre de volonté politique, que ce soit des circulaires du ministre de la Justice, si le ministre de la Justice dit l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un criminel ou un délinquant, il faut le foutre en prison, les juges, petit à petit, vont suivre les instructions du ministre de la Justice dans leur réflexion. Et le deuxième point, c'est que des lois ont été votées. Des lois nous ont contraints sur la question de l'expulsion. Il y a des gens qui se sont dit, c'est bien de voter, d'appliquer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Des gens se sont dit, c'est bien de transférer une partie de notre protection des frontières et de la question des flux migratoires à l'Union européenne. Et des gens ont voté ces textes-là. Donc après, in fine, on peut dire que c'est la faute des policiers parce qu'il n'y a pas la question de la maintien de l'ordre, ou c'est la faute de la justice parce que les juges n'appliquent pas des peines qui sont trop lourdes. Mais le point essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté politique pour aller dans une direction qui était donnée. Si vous voulez agir dans une direction donnée, et ben forcément, vous aurez des résultats. Gérald Darmanin essaye d'avoir des résultats, mais il doit rattraper 10, 20, 30 ans de faiblesse et de laxisme généralisé. Christian Proto, quelle image cette affaire renvoie de la justice de notre pays et quelle image elle renverra si le Conseil d'État confirme la décision du tribunal administratif de Paris? Non, mais l'image, on le sait bien, elle est détestable. La preuve, c'est qu'on en parle à l'envi, c'est qu'on n'arrête pas de tourner autour de ça. Mais la question... Mais ça ne va pas s'arranger, là. Oui, ça ne va pas s'arranger. Et j'attends avec, pas impatience, mais avec inquiétude, la décision du Conseil d'État, qui, en l'état, si elle reprend le même mode de raisonnement que le tribunal administratif, sera amenée à confirmer la décision du tribunal administratif. Ce qui veut bien dire que ce problème que l'on se prend en pleine figure, eh bien, le politique s'est trompé. Il ne fallait pas le présenter comme ça. Cet homme, soit il est indésirable, et le caractère indésirable et juridiquement permet d'expulser les gens, ce qui n'est pas le cas. C'est parce que le fait d'être indésirable ne suffit pas. Soit on construit quelque chose qui est quelque chose de juridique qui amène à dire oui, l'expulsion peut être prononcée pour telle et telle raison. Et j'en reviens à ce que disait William. Il est quand même énorme d'entendre le ministre dire, et c'est repris par votre journaliste et c'est repris par tous les médias, il est proche des frères musulmans. Mais jusqu'à preuve du contraire, être proche des frères musulmans, même si on sait ce que représente cet organisme, c'est pas en France un délit. Ah non, ouais, dans notre pays, ça pose pas de problème. William T. Mais ce qu'on peut faire dessus, c'est que si on déclare les frères musulmans comme ennemis de la France et association terroriste, il y a un article du Code civil qui permet de mettre quelqu'un sur la question de l'intelligence avec l'ennemi. Mais donc, du coup, il fallait le faire très clairement. Est-ce que le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Affaires étrangères... mais ça, c'est un autre sujet. Pourquoi est-ce que la France n'a pas choisi de...
de classer les frères musulmans comme organisation terroriste, comme c'est le cas dans plusieurs pays, comme c'est le cas en Autriche, comme c'est le cas en Arabie Saoudite. Et c'est même dans le cas dans plusieurs pays africains et de pays du Golfe. Non, la question, en Égypte aussi. Il y a 2 points, je pense, qui ont fait peur à une partie du pouvoir politique. 1, c'est la question des textes islamophobes, c'est le premier élément. Et 2, c'est que les frères musulmans, petit à petit, menaient de l'entrisme et ont des relations et des relais au sein de la société française. Et donc, du coup, pour ne pas provoquer d'émeutes sur le plan interne ou de provoquer de polémiques, les politiques, encore une fois, se sont couchés. Et je pense que le point essentiel, c'est de nommer les choses et de dire la vérité. Il faut dire que les frères musulmans sont incompatibles avec les valeurs françaises, les valeurs de la République. Une fois qu'on déclare ça et qu'on le déclare comme une association terroriste et ennemie de la France, on prend tous les imams qui sont en lien avec les frères musulmans et on peut entamer des procédures d'expulsion. Jérôme Moisan, un mot sur ce sujet ? Eh bien oui, si on nous désigne des personnes qui sont en infraction sur notre territoire et qu'elles n'ont pas la nationalité, on pourra les reconduire et je dirais qu'on y mettra un certain plaisir. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc il faut effectivement un travail politique. Il faudrait qu'il y ait de la concorde politique aussi autour du sujet, je pense. Parce qu'en fait, les premières victimes sont nos concitoyens de confession musulmane, finalement. Bien évidemment. Et ils sont nombreux à l'exprimer. Et bizarrement, ceux-là ne sont pas entendus. On entend, enfin, ils ne sont pas entendus. On a eu sur notre antenne l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, qui s'est exprimé aussi sur ce sujet. Bien évidemment que la communauté musulmane est la principale victime de ces prédicateurs qui vont à l'encontre de leur mouvance. Christian Proto, et on terminera avec vous. Oui, je voudrais juste revenir sur cette décision qui aurait dû être prise depuis longtemps, parce qu'on a eu des exemples autour des frères musulmans, y compris dans des conflits en France. Rappelez-vous l'affaire de la mosquée à Strasbourg, sur les subventions de la ville. Il y a un problème avec les frères musulmans qui tient autour de l'islamisme, qui, il faut le préciser, représente la partie de l'islam qui a une volonté d'hégémonie politique. Oui, donc l'islamisme politique. L'islamisme politique doit être banni en France, point. Ce serait peut-être la clé du problème, donc, selon vous, Christian Proto. Je ne sais pas si ce sera la clé du problème, mais c'est une solution juridique qui permettra d'expulser tous ceux qui s'en revendiquent. Merci Christian Proto, fondateur du GIGN, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci à William T, président du Centre de réflexion Le Millénaire, et Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint unité SGP Police. C'est déjà la fin. Oui, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis. La belle équipe revient demain en direct à partir de 14h. Dans un instant, l'actualité continue sur CNews avec Punchline, présenté par Élodie Huchard. À demain.